Voilà. Donc, on va enregistrer ce Dvar Torah à partir de Yerushalayim, adressé à nos amis qui se trouvent en Chutz Laaretz. N'est-ce pas? Alors, regardez. C'est vrai que quand il y a le bruit d'ambiance, c'est sympathique aussi, parce que je n'ai pas l'impression que je parle à une machine, j'ai plus l'impression que je parle à des gens. Mais c'est vrai que quand il y a du bruit d'ambiance, on a du mal à entendre les paroles du rabbin. Ok, docteur Cohen, je suis très heureux de voir votre visage. Mais voilà, si tout le monde peut mettre sa caméra, c'est plus sympathique encore. Alors, je disais la chose suivante. L'histoire de la tour de Babel, est-ce qu'elle s'insère dans un processus général ou bien est-ce que c'est un épisode comme ça qui est arrivé à l'humanité parmi tout ce qui a pu lui arriver? N'est-ce pas? On ne voit pas que dans l'histoire de la tour Babel, il y ait un tournant, il y ait eu un événement qui soit indispensable au bon développement de l'humanité. On a l'impression que, bon, il y a eu Adam Rishon, il y a eu Noach, il y a eu les tours de Babel, il y a eu Abraham. Voilà, c'est des épisodes qui se suivent sans qu'il y ait nécessairement un lien et une progression. Et j'ai vu un commentaire du Shem Shmuel qui dit la chose suivante, qui dit que pas du tout. Cette tour de Babel, elle était indispensable, mais indispensable à la reconstruction d'une humanité accomplie, n'est-ce pas? Ça a commencé avec Adam Rishon, tout a cassé, tout a été fichu en l'air, pour parler en bon français, avec Adam Rishon. Il a fallu tout reconstruire, n'est-ce pas? L'enseignement de la tour de Babel après la faute d'Adam Rishon, c'est que lorsque on doit reconstruire, il est bon parfois de repartir à 0,000, c'est-à-dire de revenir à des éléments premiers, distincts les uns des autres, et de briser même toutes les réunions qui auraient pu être construites sur des bases qui ne sont pas saines. Vous voyez, l'humanité, elle a pour objectif d'être unie et réunie. Après la faute d'Adam Rishon, il y a eu des tentatives. Il y avait des gens comme ci qui sont associés avec des gens comme ça, des gens comme ça avec des gens comme ci, etc. Mais dans ces associations de personnes, il y en avait toujours un qui n'était pas dans le mouvement. Et à partir du moment où vous en avez un qui n'est pas dans le mouvement, toute l'association, elle est remise en question. Et toute l'unité de l'humanité, eh bien, elle était remise en question. Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir permettre une reconstruction d'une humanité unie dans une unité parfaite, sur des bases solides, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord séparé tout le monde. Bafrido bnei Adam. Il a cassé toutes les réunions possibles, tous les ensembles possibles. Il les a réduits à leur plus simple expression, à leur plus simple expression. N'est-ce pas? Bafrido bnei Elohim. J'ai donné l'exemple suivant. Vous avez une machine, un transistor ou un ordinateur, aujourd'hui on dirait, qui ne marche pas. Vous pouvez commencer à travailler un endroit, un deuxième, un troisième, mais vous risquez de réparer pour un moment et de vous retrouver de nouveau avec une machine qui ne marche pas. Quand vous voulez prendre les choses en main et que votre machine, vous voulez absolument qu'elle marche, qu'est-ce que vous faites? Dites, écoutez, là, on prend les choses en main, on démonte et on sépare tous les composants. On met tous les composants devant soi, on va étudier chacun des composants, on va voir dans chaque composant ce qui va et ce qui ne va pas. On va réparer chaque composant pour lui-même, et lorsque tous les composants premiers auront été réparés, alors seulement on les réunira, et effectivement, on constatera qu'alors la machine, elle pourra repartir, et elle repartira sur des bonnes bases, et elle repartira de telle sorte à ce que jamais plus elle ne tombe en panne. N'est-ce pas? C'est exactement le processus de la tour de Babel. Adam Rishon a fauté. Il ne faut pas croire que l'humanité n'a pas tenté des expériences qui visaient à faire en sorte que cette humanité se reconstruise. On a dû essayer, ils ont dû essayer comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Be'afrido b'nadam. Il a dit maintenant c'est fini. On va faire éclater cette humanité. Tous ces groupes humains qui sont basés sur des trucs qui ne fonctionnent pas trop et qui, en définitive, n'iront nulle part, Be'afrido b'nadam. Il a séparé tout le monde. Il a mis chacun de son côté et il a décidé de recréer une unité à partir de Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était un individu qui était l'associé d'Hachem. Le Kadosh Baruch Hu s'est dit maintenant, à partir de Avraham Avinu, on va réagréger l'humanité et on va recréer un ensemble dans lequel chaque individu qui va s'agréger à ce groupe s'agrégera au groupe en suivant les règles de ce groupe et en permettant à ce groupe d'être dans une unité parfaite et accomplie.
Et ce groupe, finalement, a donné la famille d'Abraham, a donné le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, ensuite, devra entraîner l'adhésion de l'humanité tout entière pour recréer une humanité unie, mais une unité qui est véritable et dans laquelle il n'y a aucun élément qui est en dehors de cette unité. Parce que j'ai expliqué que quand il y a un groupe humain, il faut bien prendre conscience que chaque individu est responsable de l'unité du groupe. Vous voyez, on est dans une communauté, on va prendre l'exemple d'une synagogue, on est dans une synagogue. On peut dire, ouais, moi je viens à la synagogue, il y a le groupe, ils avancent, et moi je suis un peu plus, un peu moins. Ce n'est pas seulement ça. À partir du moment où je suis dans la synagogue, je suis dans le groupe, en étant dans le groupe, la cohésion du groupe et l'existence du groupe en tant que groupe, elle dépend aussi de moi. Elle dépend beaucoup de moi. Et chaque personne qui fait partie du groupe, elle est responsable de l'unité du groupe. Elle ne peut pas se dire, bah, shalom alay nafshi, moi je viens comme. Non, je fais partie du groupe, je suis responsable du groupe et de l'unité du groupe. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire. Et parfois, effectivement, pour recréer cette unité, il est bon de faire un petit moment de séparation dans lequel chacun va se réparer, entre guillemets, et après, on va se réunir pour que ce groupe se recrée de la plus belle façon qui soit. Vous savez, ce Beafrido Bene Adam, cette histoire de la tour de Babel où on a éclaté tous les groupes constitués, mes amis, l'humanité l'a vécu il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, lors du confinement. Lors du confinement, on s'est retrouvés tous, chacun chez soi, et tous les groupes constitués ont éclaté. N'est-ce pas? Notre communauté, elle s'est retrouvée chacun chez soi. Et donc, elle a continué en groupe sur Zoom, elle a continué en groupe comme on a pu, mais dans le Kahal, dans la synagogue, le groupe avait disparu. N'est-ce pas? Ça a été terrible, mais ça a été en même temps une chance, parce que ça nous a permis à chacun de faire ce qu'on appelle un cheshbon hanefesh, de se penser, de réfléchir, de revoir plein de choses. Et ça nous a permis effectivement, en revenant, de revenir différent et d'envisager les choses différemment. C'est exactement le principe de Beafri Dob de Adam. Dieu a fait la tour de Babel, dans laquelle il a mis chaque individu seul, pour qu'après, lorsqu'on revienne, on revienne sur de nouvelles bases et on arrive, Bezrat Hashem, à reconstituer une unité, mais une unité constituée de personnes qui veulent toutes aller dans le même sens. C'est le principe de la tour de Babel. Tour de Babel, c'est parfois pour recréer une unité, il est bon d'éclater un petit moment, que chacun reste seul de son côté pendant un an, se fasse une teshuva personnelle et on recrée le groupe, n'est-ce pas? Ça, c'est au niveau de l'humanité tout entière. Le Shem Shmuel explique que le peuple d'Israël, chaque année, revit exactement la même chose, mais dans le cadre de l'humanité, dans le cadre du peuple d'Israël. Et je m'explique. Il nous dit que chaque année, avec Rosh Hashanah, on veut se parfaire et on veut recréer cette Biyasu Kula Maguda Achat. On veut améliorer l'unité du peuple d'Israël. Comment on fait? On commence avec Rosh Hashanah. Est-ce que vous avez conscience de la différence fondamentale qui existe entre Rosh Hashanah et Sukkot? Et c'est d'un monde à l'autre. À Rosh Hashanah, on est tout seul. À Rosh Hashanah, on passe en jugement. Quand quelqu'un passe en jugement, il n'y a ni son papa, ni sa maman, ni ses frères, ni ses sœurs, ni ses cousins qui sont avec lui devant le juge. Il est seul, un homme qui passe en jugement, il est seul devant le juge. C'est le principe de Rosh Hashanah, Kol ha'olam kulo, ovrim lefanav kivnei meron. On est seul. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu a dit, ce peuple d'Israël, on va, kivyachol, l'exploser. Exploser tant, et c'est le chidouche, au niveau de ses composantes, puisque chacun passe seul devant Kadosh Baruch Hu, hein. Mais également, dit le Shem Shmuel, quelque chose de magnifique, il dit chaque personne pour lui-même fait éclater les composantes de son être. N'est-ce pas? On se présente devant Hachem et on va essayer d'évaluer chacune des composantes de notre être. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital, il a un problème, il ne sait pas quoi. On cherche, on ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il fait le docteur? Il dit, bon, vous me le passez au scanner en coupe très fine, depuis le haut de la tête jusqu'au pied. On va le passer en coupe très fine et on va voir la totalité des tissus et la totalité du corps humain, chacun pour lui-même, pour essayer de voir dans chaque élément ce qui va et ce qui ne va pas. On est d'accord? Eh bien, c'est exactement le principe de Rosh Hashanah. D'abord, on est seul devant Hachem, et même nous-mêmes, on va se scruter à tous les niveaux. Notre intelligence, nos sentiments, notre matérialité, notre spiritualité. On va essayer d'évaluer chacun des éléments qui constituent notre être séparément
pour que, effectivement, on ne dise pas bah, globalement ça va. Non, on ne veut pas le globalement ça va. À Rosh Hashanah, on va dans la chose la plus précise. Hein. Des fois, vous avez des voitures, elles roulent. Tu dis, elle roule ma voiture, mais tu sais très bien que tu dois réparer ça. Tu n'as pas fait la révision. Moi, je n'ai pas fait ma révision de ma voiture. Bah, je sais très bien qu'un jour, il va y avoir un problème. À un moment ou à un autre, il faut faire la révision et il faut revoir la totale. Un avion qui va décoller, moi j'ai pris l'avion aujourd'hui, il y a des checklists de vérification. On ne peut pas dire à l'avion il vole et c'est tout, c'est pas grave. Non, non, non. On vérifie à un moment, à des échéances bien précises, tous les éléments, tous les éléments de cet avion pour être sûr que jamais il y a un problème. Et c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est dire, c'est pas parce que globalement ça marche que ça va. Non, à Rosh Hashanah, on s'arrête et on étudie les choses vraiment pour elles-mêmes, tant au niveau de l'individu qu'au niveau de la collectivité. Donc, on revit dans le peuple d'Israël ce principe de Behafrido Ben Adam, la séparation. Vous savez, des fois, il y a des familles qui s'entretuent. Ça ne va pas du tout entre les frères, entre les sœurs, les cousins, les machins. Ben, parfois, c'est bon que chacun aille dans son coin, vive sa vie. Ah, mais c'est des frères, comment ils vont se séparer? Oui, chacun va dans son coin, vit sa vie, se construit, fait sa famille, etc. Et une fois que chacun s'est construit, de nouveau, on peut se retrouver, on peut se rencontrer de nouveau et on peut recréer une nouvelle ardoute. C'est M. Nidam qui est là, c'est Élie. Ah, papa Élie, bah, Élie. On salue chaleureusement notre ami Élie. Quelle bonne surprise. Hervé, vous avez vu notre ami Élie Nidam? À Marin, pour ça, ça valait la peine. Magnifique. Vous voyez, donc parfois, chacun va de son côté. Et quand on se retrouve avec plaisir. On arrive à recréer une cohésion qu'on n'arrivait pas à faire alors qu'on était dans l'unité. C'est le principe de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on se sépare. On est dans la solitude de sa personnalité, de sa relation avec Hachem. Il n'y a personne qui peut nous aider. Soi-même, on va se serrer, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais on va s'étudier vraiment menu, pour essayer d'évaluer chacune des composantes de notre être. Et quand on a fait ce travail, on arrive à Yom Kippour. Et à Yom Kippour, c'est déjà Veyarasu Kula Maguda Achat. À Yom Kippour, c'est le moment de la réunion du peuple d'Israël. Yom Kippour, c'est le moment où on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Et la Torah sur le mont Sinaï, c'était Vayachanu bnei Israël el har Sinaï, Keish echad belav echad. Il y avait déjà une unité qui était faite. Maintenant, Hervé, docteur Albert Hervé Cohen, et M. Nidam et M. Benyamin, que je vois, et tout, Georges Lévy, tout le monde qui est là. Josué Ben Amram, M. El Malé, Mme Aloul, M. Biton, tout le monde qui est là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Soukot, vous savez c'est quoi Soukot? C'est le moment où, après avoir recréé l'unité de tous les éléments premiers, on va tester ce qui a été reconstitué. J'ai donné l'exemple hier à la synagogue, l'ordinateur. Je l'ai démonté, j'ai étudié toutes les pièces. Maintenant, je l'ai reconstitué, je le vois, il est beau, il est magnifique. C'est quoi la vraie épreuve? La vraie épreuve, c'est quand je mets le contact. Quand je mets le contact, après avoir remis les morceaux ensemble, c'est la grande angoisse de savoir est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher. C'est ça la question. À un moment ou à un autre, il faut qu'on mette à l'épreuve cette unité à la réalité. Eh bien, c'est Soukot. Soukot, on va se mettre à l'épreuve, tant au niveau personnel, parce qu'il va falloir vivre dans la souka avec toutes les dimensions de l'être. On va manger, on va boire, on va chanter, on va étudier. À niveau personnel, on va se mettre en route, en action, et on va voir si effectivement tous nos sens vont dans le même sens, n'est-ce pas? Parfois, je l'ai dit, notre spiritualité, elle va dans un sens, mais notre matérialité, elle nous empêche d'aller dans le même sens. Le matin, on va à la tefila, on comprend que c'est important, mais tout d'un coup, j'ai mal au dos, je suis fatigué, mais si je vais me lever tôt à la tefila, je ne vais pas pouvoir faire ci, je ne vais pas pouvoir faire ça. On a des influences qui sont contradictoires en nous-mêmes. Après la fête de Rosh Hashanah Yom Kippour, eh bien, on va faire l'évaluation pour voir si effectivement on a réussi à réunir toutes nos forces et les diriger dans une seule et même direction. Ça, c'est au niveau personnel. Et il y a un deuxième test, c'est l'idée de l'unité du peuple d'Israël. On va vivre dans la souka. C'est une cocotte minute, la souka. Thierry, la souka, c'est une vraie cocotte minute.
C'est-à-dire que le premier soir, hein, Henri, le premier soir, on a vu la souka, elle était belle, elle était grande, elle était majestueuse. Il y avait plein de tables, il y avait plein de gens, on était heureux. C'est comme quand vous allez à un mariage, vous êtes content de voir beaucoup de monde. Mais imaginez que les 7 jours qui suivent, ce n'est pas 7 petits Sheva Brachot. On va maintenir ce même groupe humain pendant 7 jours, matin, midi et soir. Je peux vous assurer qu'à la fin de la semaine, tout le monde va dire « Ouh là là, j'en peux plus, je vais rentrer chez moi. » Mais attendez, le premier jour, tu as vu, c'était grand, c'était beau. Oui, mais mettez beaucoup de monde ensemble pendant 8 jours, et c'est à ce moment-là qu'on verra si effectivement il y a la vraie cohésion ou pas. C'est la question de la souka. La souka, voilà, on est ensemble le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième. Est-ce qu'on va tenir dans la fraternité ou bien de nouveau, tout d'un coup, on va critiquer? Ah, là, il n'y avait pas assez de ci, ah, il n'y avait pas assez de ça, et pourquoi il a fait comme ci, et pourquoi il n'a pas fait comme ça, et vous comprenez, et moi je sais, et moi je ne sais pas, et pourquoi, et pourquoi. C'est la mise à l'épreuve, mes amis, la mise à l'épreuve. On a travaillé plein de choses de façon théorique, de façon intellectuelle, on a compris plein de choses. Il ne suffit pas de comprendre, il faut après réaliser, accomplir. Mes amis, je finirai avec une très belle blague que mon papa, Zichron Livracha, aimait nous raconter. Écoutez ça. C'est un monsieur qui va chez le psychiatre. Il dit, monsieur le docteur, j'ai un problème. Il dit, ah oui, quel est votre problème? Il dit, je me prends pour un grain de blé. Ah, ça c'est embêtant. Vous prenez pour un grain de blé, c'est très, très embêtant. D'accord. Et bon, mais en quoi ça vous gêne? Mais écoutez, c'est très simple. Dès que je marche dans la rue, je vois des oiseaux. Je suis mort de peur parce que les oiseaux, ils mangent les grains de blé. Je suis un grain de blé, donc je ne peux pas marcher dans la rue. Je n'ai pas peur des chiens, moi, j'ai peur des oiseaux. Dès que je vois un oiseau, je me mets sous les voitures, je me cache parce que ce n'est pas vivable. Alors le docteur il fait, vous avez raison, c'est un vrai problème, je m'occupe de vous. Et une première séance, une deuxième séance, une troisième séance, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 2 ans de thérapie. Et au bout de 2 ans, le psychiatre dit, bon, maintenant, il va falloir vraiment que je sache si vous êtes un grain de blé ou pas, est-ce que mon travail porté ses fruits? Et là, le patient qui lui dit, oui, docteur, grâce à vous, je sais que je ne suis pas un grain de blé. Vous êtes sûr? Je ne suis pas un grain de blé. Mais comme le docteur est un bon docteur et qu'il est consciencieux, qu'est-ce qu'il fait? Il va le mettre à l'épreuve. Il avait préparé chez le bureau du secrétaire ou de la secrétaire, il avait préparé un petit poulet. Il a acheté un poulet. Et qu'est-ce qu'il fait? Juste au moment où le patient dit « je ne suis pas un grain de blé », il ouvre la porte et il laisse sortir le poulet. Et là, ce qui devait arriver arriva. Le patient qui venait de dire « je ne suis plus un grain de blé », il saute au plafond, il s'accroche au lustre et il crie « au secours, au secours, au secours, il va me manger, il va me manger, il va me manger, il va me manger ». Alors, le docteur qui lui dit « mais je ne comprends pas, vous venez de me dire que vous n'étiez plus un grain de blé ». Il fait « mais oui, moi je le sais, mais est-ce que le poulet, lui, il le sait ?» C'est-à-dire qu'en 2 mots, on peut concevoir des choses intellectuellement, certes, mais lorsque le moment de l'épreuve arrive, finalement, ce qu'on a conçu si facilement intellectuellement peut ne pas faire l'épreuve de la réalité et des difficultés qu'on peut reconnaître. Et c'est ça la souka. La souka, c'est dire, voilà, on a parlé de l'amour de l'autre, on a parlé du respect, on a parlé de la Kadosh Baruch Hu, on a parlé de la proximité avec Hachem, on a parlé de plein de grandes choses, ok? Allez, on se met à l'épreuve. Et l'épreuve, ce n'est pas de faire la prière un jour. L'épreuve, c'est quand on arrive pendant 7 jours à vivre ensemble et à se voir et à se revoir et à se revoir et à rester dans la fraternité la plus accomplie, la plus belle. Alors effectivement, on peut dire que oui, tout ce qu'on a appris, eh bien, on l'a mis en œuvre. Et c'est ça le principe de la soukha. Donc, on a commencé Behafri Dobneada, on sépare et on travaille chaque chose pour elle-même, on réunit, c'est Yom Kippour, et après on teste. On teste, on fait un check pour voir qu'effectivement tout est en ordre, et à ce moment-là, c'est Sukkot. Sukkot, c'est la mise en action et le test que effectivement tout ce qui a été conçu au niveau de l'esprit eh bien, a bien été intégré et va être vécu de la plus belle façon qui soit. Voilà, voilà, petite Torah que je voulais partager avec vous depuis Yerushalayim. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une petite bracha pour vous et pour toutes les familles de la communauté. Mi Yerushalayim Kodesh, lachem bracha, v'atzlacha, b'chol maseh b'shmor, otchem mikol tsar v'tzukah, mikol nega u'machala v'zat Hashem, v'tatzlichu berухניות וגשמיות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Amen. Je vous fais un petit tour de l'hôtel. Attends, on va se balader avec l'ordinateur.
Ça, c'est pour vous donner envie, pour devenir israélien, tous, et vite me rejoindre. Parce que quand on n'est pas israélien, c'est vraiment compliqué pour venir. Attendez, on va faire comme ça je vois ce que. Voilà. On fera d'autres zooms. Hein. Je crois que ce samedi soir, on va faire un zoom. On va essayer de. Ça, c'est le petit déjeuner. Ça vous rappelle de bons souvenirs, je suis sûr, à vous tous. Mais la souka est beaucoup plus petite qu'avant. Hein. Avant, la souka était dans la cour. Là, ils l'ont mis dans les espaces annexes, parce qu'il y a beaucoup moins de monde que par là. Avant, ici, ça grouillait de monde. Ça grouillait de monde. Hein. Soukot, c'était de la folie. Là, c'est calme. On va aller dans le lobby. Il fait un peu frais. Hein. Voilà. Je crois que vous connaissez tous un lieu mythique.